Et bonjour à tous, ou bonsoir, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, donc au cas où, joyeuse Pâques, bonne année, bonnes vacances, joyeux Noël ou encore bon anniversaire, voilà on a fait le tour, si c'est le cas. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'ufologie, la science-fiction, les extraterrestres et autres formes de vie inconnues, les modes de propulsion d'intelligence supérieure, qui pour nous appartenant à cette bonne vieille race humaine nous dépassent totalement. Alors on va parler de tout ça à travers le prisme du cinéma et des séries anciennes qui abordent le sujet, voire même qui créent un genre comme je sais pas, un Star Trek, le mythique Star Trek qui visite des planètes, qui rencontre des nouvelles races à chaque épisode. Et si je me trompe pas, j'ai pas de bêtises, je suis pas un spécialiste, mais je pense même qu'ils inventent, comment dire, le concept de la téléportation. Je crois que c'est dans la première série qu'on parle de ça. Et donc on va parler de Rencontre du troisième type, de la série V, Independence Day, Alien forcément, et plein de choses, là, ça me revient plus, mais bon, ça sera incroyable, vous allez voir, j'espère que vous apprendrez deux trois petites choses encore une fois. Donc préparez les popcorn, installez-vous, vous allez voir, c'est une interview vraiment passionnante. Donc alors petite précision, c'est donc une émission de la radio ici maintenant, dont j'ignore la date, probablement les années 2010-2015. Et c'est avec Egon Kregel, un réalisateur, journaliste, écrivain, musicien, enfin un touche-à-tout. Et vous allez voir qu'il a une tonne d'anecdotes passionnantes et de plus, cette fois les interventions d'auditeurs sont vraiment intéressantes. Donc Egon Kregel qui sera accompagné de Aldo, une personne qui fait beaucoup de conférences apparemment et de repas ufologiques, donc forcément il connaît bien le milieu. Donc bienvenue dans la science-fiction, les univers parallèles, les petits gris, et n'oubliez pas, la vérité est ailleurs. Pauvre fou. Alors très étrangement, c'est dans les séries télé, les films et la musique qu'on va retrouver les informations les plus importantes sur le sujet OVNI, Absolument. presque aussi importantes que dans les livres, parce qu'il y a vraiment des films. Ah, il y a des films qui balancent. Ah oui, il y a des films qui balancent. Alors, c'est toujours le même sujet pour les personnes qui aiment ce sujet, qui s'y intéressent, au sujet OVNI, à se demander si, et c'est toujours le même sujet, et personne n'a de réponse évidemment, si par hasard il y aurait à travers ces films des informations distillées par telle ou telle entité gouvernementale, et puisque quand je vous dis qu'il n'y a pas de réponse, c'est parce qu'on ne sait pas quelle entité gouvernementale c'est, et qui viserait à amener à une divulgation ou à une adaptation, une acclimatation au sujet pour tous ceux qui regardent ces films ou ces séries. On est toujours sur le même sujet. On peut y voir ce qu'on veut dans ces films. Il y a des films qui sont vraiment marquants. C'est vrai. Là, Disney, il y a déjà une histoire avec Disney. Ouais. À l'époque, dans les années 60, où Disney s'engageait, alors il me semble que c'était avec des militaires, mais le document est encore tenu top secret, d'ailleurs, sur le fait que Disney s'engageait, lui qui était persuadé de l'existence extraterrestre, enfin tout du moins du phénomène OVNI, de divulguer, de distiller aux enfants l'idée d'une présence en dehors de la planète pour, entre guillemets, éduquer ou adapter les enfants que nous sommes, notre génération, à l'idée qu'une entité biologique extraterrestre puisse un jour nous visiter. Et ça date des années 60 déjà, et je me demande même si c'était pas dans les années 50. Et c'est un document officiel qui a été rédigé entre l'ancêtre de la CIA à l'époque et Walt Disney lui-même. Ce document dont tu parles est top secret. Il est top secret, enfin il y a eu Comment le connais-tu? Alors, par diverses lectures dont j'ai pas les sources là, et par des témoins directs en fait qui étaient des amis très proches de Walt Disney, et dans 2-3 biographies de Walt Disney, on retrouve cette information de rencontre avec l'état-major de l'armée américaine. On dit aussi souvent que Steven Spielberg, on a vu des photos, on a La série Disparition. Voilà, et puis que peut-être pour Rencontre du troisième type, il aurait eu des informations. En même temps, pour la réédition de Rencontre du troisième type, l'édition Prestige en double DVD, il y a une très jolie interview de Spielberg qui date de 97 ou 98, où il parle, vraiment pour la première fois, et il dit qu'il est absolument persuadé de la réalité du phénomène, qu'il a toujours été persuadé de cette réalité-là. Il a une très jolie phrase, il dit « Quand je pense qu'on dépense des milliards
pour aller dans l'espace à la conquête d'autres planètes, alors qu'ils viennent nous voir. Donc tout le monde peut se procurer ce DVD, tout le monde peut regarder ce making-of qui fait 54 minutes, et il parle absolument librement, ouvertement, il n'est pas du tout gêné. Donc je pense que, vu cette interview, il a eu accès à certaines choses. Ou tout simplement, il s'intéresse au sujet. Tout à fait, et puis bon, on ne travaille pas avec Alan Hynek, voilà, de façon fortuite. C'était quand même le conseiller artistique du film, pardon, scientifique. Et on sait que Alan Hynek, quand même, a pu mettre son nez dans pas mal de dossiers intéressants de l'Air Force. Alors, je vais vous demander, peut-être pour débuter à proprement parler cette antenne, de nous dire quel est le film qui vous a le plus marqué. Pas forcément votre préféré, hein. Ouais. Pas exactement ça, mais quel est celui dans lequel, selon vous, il y a le plus de messages? Allez, qui commence? Aldo, Egon? Allez. Aldo. Déjà, moi je dirais parce que c'est un des plus récents et qui paye pas de mine comme ça, je dirais Independence Day. Un gros blockbuster, soit, mais Plutôt bien foutu. plutôt bien foutu, puisque c'est quand même pas n'importe qui l'a fait. Et puis, voilà, il y a différentes anecdotes, notamment avec l'armée, qui sont assez drôles. Des dialogues qui payent pas de mine, mais qui, dans la fameuse séquence dans la base 51, c'est pas innocent et on comprend pourquoi l'armée a refusé d'en parler. Alors, tu vas nous rappeler ce qui est dit dans la base 51. Si je me trompe pas, le président apprend L'existence d'une base souterraine sous Groom Lake. Voilà. Et tout simplement, déjà, première question, il se demande comment est-ce que cette base a pu être financée sans que le Sénat ne soit au courant dans un vote de budget. Et le père de Jeff Goldblum lui dit, mais parce que vous pensez réellement que l'armée dépense $10 000 pour une cuvette de toilette. Ensuite, un peu plus tard, le président qui s'interroge à savoir pourquoi est-ce qu'il n'était pas dans le cercle du secret. Le militaire lui répond, mon président, simple dénégation. Ce qui rappelle l'histoire entre plus récemment Reagan, mais bien avant Kennedy, qui était tout à fait prêt à ouvrir les archives de l'armée de l'air américaine concernant le dossier OVNI. Et le fait de dire simple dénégation, c'est tout simplement que l'armée, voulant être sûre de maintenir le secret sur l'existence éventuelle d'une présence extraterrestre ou de technologies exogènes qu'on aurait pu récupérer, tout simplement vaut mieux pas mettre le président au courant, parce que le président c'est la seule personne véritablement au-dessus d'eux qui puisse divulguer le secret. Donc si le président n'est pas maintenu et pas au courant, finalement, le plus sincèrement du monde, sous la pression du peuple, il sera le premier à dire mais je ne suis au courant de rien. Pour toi, c'est le message principal de ce film, c'est-à-dire ne vous énervez pas, si le président n'en parle pas, c'est parce qu'il ne sait pas? Lui non plus ne sait pas, et finalement les gens du gouvernement ne le savent pas. On peut après faire un parallèle avec les black programmes américains dont les conspirationnistes sont friands. Egon. Bon, moi, je crois que je vais faire classique, ça va être Rencontre du troisième type de Spielberg. D'abord parce que les premiers ouvrages que j'ai lus, j'ai vraiment fait un peu chronologiquement sur le phénomène ont été les livres de Alan Hynek. Alors, petite précision sur Alan Hynek, qui a forcément un personnage important dans l'ufologie, mais bon, tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, il a écrit beaucoup de livres et a été au plus près de l'armée américaine avec l'accès à des dossiers confidentiels. Il sera donc à l'origine du projet Blue Book que tous les fans d'ufologie connaissent bien. Donc le fait d'être dans les petits papiers de l'armée, ça lui a permis d'avoir accès à beaucoup de témoignages et d'observations de citoyens, mais aussi de pilotes d'avions militaires et d'astronomes. Et donc voilà, petite anecdote, Alan Hynek, ce personnage a donc été conseiller technique dans le film Rencontre du troisième type. Donc un apport majeur qui a contribué à l'élaboration de ce film, on va dire que c'est un film culte. Niveau ufologie, là on est vraiment dans les bases du truc. Les phénomènes ont été les livres de Alan Hynek. Donc c'est un peu aussi
Hynek, qui quelque part m'a pris par la main et m'a amené au cinéma. J'avais trouvé une très jolie phrase d'Alan Hynek qui, en parlant de ce film, de Rencontre du troisième type, a dit « Même si c'est un film de fiction, il s'inspire de faits connus concernant le mystère OVNI et il restitue avec exactitude la saveur du phénomène. » Ça m'a donné vraiment envie d'aller le voir et de le revoir et de le revoir. Puis je sais pas, c'est vraiment affectif, c'est-à-dire que je trouve que beaucoup de choses sont très justement restituées. Et le film est très très bien écrit en plus. C'est pour toi le film le plus... celui qui véhicule le plus de messages? Oui, pour moi on n'a pas fait mieux. Mais c'est très subjectif, hein, c'est personnel, c'est pour moi, oui. C'est-à-dire que y a des tas de films effectivement qui ont suivi, qui sont magnifiques, mais il y a aussi des surenchères de fiction. Il y a des, je trouve que Rencontre du troisième type colle assez. Il est sobre. Oui, c'est vrai qu'il est assez sobre. Il colle assez au phénomène. On n'a pas, de toute façon, ce qui est certain, depuis la sortie de ce film, réellement évoluer quant à la connaissance, hein, même si certaines personnes vous disent moi je sais, etc. Disons qu'officiellement on ne sait pas. Je le trouve toujours d'actualité. Les interrogations sont les mêmes. Ce sont les interrogations qui m'intéressent aussi énormément. Et je trouve que Rencontre du troisième type apporte de jolies interrogations. Je ne suis pas très friand des films qui sont un peu vindicatifs ou un peu didactiques en disant c'est comme ça, c'est ça. J'aime beaucoup l'interrogation, voilà, centrale de Rencontre du troisième type. Il y a un côté très spirituel dans ce film. Absolument. Ah oui, tout à fait. Et reste très présent. C'est pour ça que ça reste interrogatif. C'est-à-dire que la spiritualité ne peut pas être une chose. Non, puis c'est l'imaginaire populaire est resté finalement un peu bloqué aussi sur ce principe, la manière dont se passerait une rencontre au niveau idéal intercivilisationnelle entre les terriens et une race extraterrestre. Bon là c'est très imagé avec un vrai message spirituel d'amour, mais c'est un peu comme si on avait gardé dans l'esprit populaire cette manière idéale d'appréhender une rencontre du troisième type. Vraiment. Avec en plus ce que j'ai beaucoup aimé, ces séquences au début avec ces navires qui réapparaissent dans le désert ou ces avions disparus dans le triangle des Bermudes, où là c'est pareil, on se laisse très très vite partir dans un imaginaire collectif pour bien nous emmener au fur et à mesure vers ce moment qui est absolument magique, avec cette séquence musicale qui est restée dans la tête de tout le monde. On l'entend d'ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est que le petit thème musical qui a été composé par John Williams, enfin, la musique a été composée de toute façon entièrement par John Williams, mais notamment ce thème, ça n'a pas été une mince affaire. Pourquoi ? Parce que Spielberg voulait quelque chose qui lui parle directement, et en 5 notes, parce qu'il fallait 5 notes en fait. Hein. Et John Williams a composé 300 thèmes différents. Heureusement qu'il n'a pas demandé à Brian Eno aussi, parce que ça aurait été ou à Steve Reich, ça aurait été beaucoup plus facile en musique répétitive. mais voilà, il a fallu qu'il compose 300 fois 5 notes. Et Spielberg s'est arrêté sur ce thème-là en disant waouh, celui-là me parle. Écoute, tu me fais penser à Steve Reich pour composer le thème de Rencontre du troisième type. C'est un truc qui aurait été... Ça aurait été magnifique. Un peu plus funky quand même. C'est pour vous le film qui a démocratisé un peu le sujet OVNI ? Sans conteste, pour moi, oui. Oui, enfin qu'il a rendu accessible au plus grand nombre. Oui. Vraiment. Je pense que c'est... ce qui... Bon, il y avait eu E.T. qui était avant, si je ne m'abuse. Non, après. Après ? Oui, après. Donc, qui a été... on parlait déjà... Vraiment des ovnis, mais... Rencontre du troisième type, c'est 77. D'accord, ah bah voilà. Il est sorti en novembre 77 en fait. Novembre 77. On avait, c'est vrai que pour cette époque-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Egon, mais on avait surtout un imaginaire avec les extraterrestres, plus ou moins comme étant très invasifs. On a beaucoup ces images des films des années 50-60 avec... des êtres bardés de tentacules. Et puis hostiles, d'une hostilité sans nom. Voilà, exactement. Et c'est vrai que c'était les Martiens souvent. Hein. C'est souvent des Martiens. Énormément, ou des Vénusiens, mais c'est vrai que des poulpes améliorés. Avec ce film, Spielberg est arrivé avec une image très très forte et très neuve. C'est surtout qu'il va révolutionner.
il va vraiment révolutionner l'image de l'extraterrestre. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire une chose, c'est qu'avant Rencontre du troisième type, on n'avait jamais vu ce qu'on appelle les petits gris, les little greys, sur un écran. C'est vrai. Que, comme tu le disais, Aldo, avant Rencontre du troisième type, on était face à des espèces de pieuvres améliorées, des octopus de toutes les couleurs, pustuleux, etc., bossus, verts, extrêmement méchants, extrêmement hostiles. Et ça va vraiment révolutionner, le terme n'est pas fort, révolutionner l'image populaire de l'extraterrestre. On voit arriver pour la première fois ces créatures petites, grises, avec ses yeux immenses en amande. C'est la première fois. Alors, ce qui est assez intéressant dans le thème de ce film, c'est qu'il met en avant aussi, ça peut faire partie des messages, l'incompréhension tant qu'on n'a pas la connaissance, parce que quand on les voit arriver vers la chambre d'un gamin ou traumatisés psychologiquement, toutes ces personnes, on estime que ces petits gris, ces personnages sont des êtres méchants jusqu'au moment final de la compréhension de le pourquoi du geste. Et c'est un des messages de ce film. Bah, je crois qu'un des messages centraux du film, il l'a dit lui-même, hein, c'est la tolérance. Et puis C'est un film sur la tolérance. Puis je pense que c'est aussi un des premiers films où on a des informations sur le sujet. Les abductions, le temps manquant. Donc voilà, on rentre dans un truc très très bizarre, c'est les abductions. En ufologie, ce sont des personnes qui affirment avoir été enlevées par des extraterrestres et d'avoir subi des tests ou avoir été victimes d'expériences physiques ou mentales, parfois les deux. Et donc un peu des cobayes en gros. Et ces personnes peuvent avoir parfois des flashbacks qui font que leur vie est complètement déstabilisée. Et un des plus connus, il y en a beaucoup, mais un des plus connus, c'est un des plus troublants, c'est sans doute le témoignage de Betty et Barney Hill, qui racontent leur mésaventure avec on va dire des entités qui leur ont fait subir, qui leur ont infligé des tests, des tortures physiques. Et puis le missing time similaire aux abductions, sauf que là les personnes ne se rappellent de rien et sont confrontées à une absence plus ou moins longue, une absence où elles sont incapables de se rappeler ce qui s'est passé sur 2, 3, 10 heures, voire plusieurs jours. Alors, certains se réveillent ou reprennent conscience complètement dénudés dans des endroits complètement improbables, genre en forêt, en montagne, ou bref dans des endroits où ils ne se rappellent pas s'être rendus volontairement. Donc imaginez, vous vous réveillez ou vous reprenez conscience dans une forêt à moitié nue. Bon attention, si c'est au bois de Boulogne que vous vous réveillez à moitié nu, forcément vaut mieux le cacher, on aura du mal à vous croire. Donc imaginez, vous vous réveillez ou vous reprenez conscience dans une forêt à moitié nue, un endroit où vous n'aviez même pas prévu d'aller, loin de chez vous, sans véhicule. Vous retrouvez vos esprits, vous rentrez chez vous, et vous retrouvez vos proches qui sont morts d'inquiétude, voire même qui sont partis à la police pour signaler une disparition inquiétante. Donc certaines personnes affirment avoir été victimes de ça. Là on se dit, mais c'est très... On serait presque même tenté de les croire, parce qu'on se dit pourquoi une mère de famille mettrait ça sur place, inventerait un tel canular, qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Donc c'est très bizarre comme truc. Les abductions, le temps manquant, et je pense que c'est une des premières fois où on parle du phénomène OVNI dans ce sens-là, où on n'est pas simplement dans un atterrissage de soucoupe volante, un être invasif. Dans les films des années 60, on est beaucoup sur la période de la guerre froide, donc forcément l'invasion est très très utilisée pour le cinéma américain. Mais là, dans ce film, on aborde le phénomène OVNI, je vais pas dire d'un aspect scientifique, mais presque avec le regard d'un témoin d'un phénomène ufologique, un peu comme un ufologue. On a l'œil de l'ufologue, c'est-à-dire que en voyant ce film, on va penser à l'abduction, on va penser au temps manquant, on va penser aux problèmes du langage, l'uniformisation d'un langage pour pouvoir communiquer, et cette effectivement, comme tu disais, absence de compréhension dans un premier temps entre ces différentes races. Et c'est vrai que ce film est non seulement un fort message de tolérance, mais donne aussi énormément d'espoir, finalement, sur l'éventualité d'une rencontre avec une entité biologique qui soit extérieure.
Spielberg dit une chose aussi assez étonnante, c'est-à-dire que pour lui c'est un film sur l'enfance. Déjà le personnage du petit garçon était un personnage absolument inévitable et tellement présent. Et ensuite, il dit une chose intéressante. Il dit que l'un des personnages principaux, interprété par Richard Dreyfuss, est complètement immature. C'est-à-dire qu'il va, il va plaquer sa famille pour partir poursuivre sa passion. Comme ça, il va sauter dans cette soucoupe, il abandonne tout le monde. Et Spielberg explique que s'il devait refaire ce film aujourd'hui, il le referait pas du tout de la même façon parce qu'en fait, il y a une espèce d'immaturité qui est trop forte pour lui aujourd'hui. Et il explique que depuis qu'il a des enfants, jamais il laisserait un personnage quitter sa femme et ses enfants. Il a trop vieilli, c'est pour ça qu'il dit ça. Il a trop vieilli, mais justement, ce personnage dont tu parles met en avant aussi pour la première fois le respect des témoins. Absolument. Il faut l'écouter et à la fin, sûr, quand on le voit arriver sûr. sur la piste, pas d'atterrissage parce qu'il se pose pas vraiment en fait, et c'est assez intéressant. Enfin, je crois pas qu'il y ait de pied qui se pose. Non, je crois qu'il reste toujours vraiment Tout à fait. au-dessus du sol, donc il touche pas la terre. Je pense que c'est un point important du film. Ce personnage, on lui dit finalement, bon bah c'est vous qui veulent et c'est vous qui en savez le plus. Donc on va vous respecter et puis on va écouter ce que vous avez à nous dire et ce que vous avez à faire. Mais c'est pas étonnant d'un certain côté, puisque, comme on disait, c'est Alan Hynek qui était donc conseiller scientifique sur ce film. Et l'œuvre d'Alan Hynek est très importante concernant un point, sur l'écoute. Alexandre, es-tu là? Oui, Oui, on t'écoute. oui, pour en revenir à la rencontre du troisième type, puisque vous y êtes attaché, c'est intéressant de savoir que à la fin du film, ce sont des informaticiens qui font de la musique pour se mettre en rapport avec les extraterrestres, pour les attirer, et que donc dans la vie, le père de Spielberg était informaticien et sa mère était pianiste de music hall. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est comme génial. par hasard. Mais c'est quelque part, de toute façon, les œuvres des artistes sont toujours autobiographiques. C'est ce que disait Spielberg par rapport à tous ses films. Même E.T., c'est une histoire personnelle. Enfin, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. En fait, mais... il a fait 4 films et il y en a un qui est intéressant et c'est pas mon préféré, c'est AI, Oui. Intelligence artificielle, où c'est un robot enfant qui est adopté par un couple qui peut pas avoir d'enfant, hein, ils sont stériles. Et ils l'abandonnent parce qu'ils en ont marre du fait que ce soit pas un vrai enfant à un moment donné. Et à la fin, il y a le réchauffement climatique, tout est englouti et tout. Et il y a les 10 dernières minutes, on voit des extraterrestres qui viennent sauver le robot enfant au fond de l'océan et qui le remonte Et ce robot reste finalement le seul témoin restant de ce qui était l'humanité. Voilà, et il rêve d'avoir une mère, il lui offre une mère, je sais pas quoi. Enfin, c'est bizarre à la fin. Mais Alexandre, il doit nous espionner parce qu'en fait, on parlait de ça hors antenne tout à l'heure. Vraiment, c'est incroyable. Mais comme quoi, de toute façon, le sujet... Et alors, ce qui est intéressant, c'est, moi je trouve ça génial, hein, parce que tous les films de science-fiction ont copié là-dessus, c'est David Vincent, Roy Thines, dans Les Envahisseurs, Bien sûr, qui a été fait dans les années 60, et en fait, quand ils tuent les envahisseurs, ils deviennent rouges, Tout à fait. et c'était pendant la guerre froide, et c'était un symbole, c'était le péril rouge, l'ennemi c'était les communistes, et c'est pour ça que les extraterrestres deviennent rouges. Mais là, ça a mis le doigt sur une vérité fondamentale, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des extraterrestres qui étaient toujours hostiles, et tu as totalement raison, c'est-à-dire que la plupart du temps dans ces films, les extraterrestres étaient symboliques de la menace communiste. Hein. Ont été utilisés pendant très très longtemps comme ça. C'était véritablement le moteur. On utilisait beaucoup la parabole de l'extraterrestre pour finalement parler d'une invasion des Rouges, le film La Guerre des Mondes de On voit ça dans 1953. L'invasion des profanateurs de Don Siegel, 1956. Tout à fait, Où, de Don Siegel. Je voulais simplement faire une petite remarque concernant Rencontre du troisième type. En ce qui concerne les petits gris donc, qui apparaissent à la fin, je voulais juste noter qu'il est intéressant de remarquer que c'est donc la première fois qu'on voit au cinéma une représentation de petits gris et que l'aspect de ces êtres ont été construits selon des témoignages d'abductés.
Tout à fait. Qui ont été Ce bon Alan notamment Hynek. examinés par le docteur John Mack. Oui. Voilà. Et plus tard. Et donc j'en profite pour faire une petite publicité concernant donc un bouquin que j'ai lu à ce sujet, qui est très très intéressant et qui s'appelle Extraterrestre l'enquête. Ouais, très bon livre de Ouais. Stéphane Alix. Stéphane, un oui, bouquin de tout à Stéphane fait. Alix, voilà, Très bon exactement. livre. Et qui souligne un petit peu donc tous les travaux qu'a fait John Mack. Il est allé sur le terrain, il est allé parler donc à ces gens-là. Et voilà, je conseille donc aux gens de lire ce bouquin. Il y a quand même quelques films où les extraterrestres sont gentils. Ça s'est fait aussi. Tout à fait, bien Oui, sûr, bien bien sûr. sûr. Allez, faut en citer un là. L'homme qui venait d'ailleurs avec Bowie. Bowie n'est pas un extraterrestre hostile du tout, par exemple. Le film Contact aussi. Oui, Oui. Ouais, il y a vrai. Contact, il y a E.T. Le Cocoon. Contact, je trouve que c'est la meilleure ouverture en fait qu'ils aient pu se faire en disant que justement si des races extraterrestres nous côtoient, elles ont certaines formes pour discuter avec nous, pour avoir une interaction avec nous qui est vraiment spécifique et que voilà, on devrait peut-être monter une machine spécifique pour entrer en contact avec eux. Alors, je crois que le premier film, il me semble que le premier film qui présente un extraterrestre bienveillant, c'est un film magnifique de Robert Wise de 51 qui s'appelle Le jour où la Terre Le s'arrêta. jour où la Terre s'arrêta, the Day the Earth Stood Still. Et là, effectivement, on a un E.T. C'est la première apparition d'un robot au cinéma. C'est la première Ah apparition d'un robot au cinéma. Génial. Génial. Et quel En robot, même et temps, quel la robot, ce beau naïveté- Gort. La naïveté humaine, la peur de l'extraterrestre fait en sorte que ce robot, il va finir par mal réagir. Il finit par être Bah, pourchassé. c'est un peu le garde du corps, le robot. Hein. C'est la police, Voilà, c'est la mais police pourquoi du, Parce c'est la que- police parce du que ciel. l'humain était assez bête pour attaquer une chose qu'il connaissait pas lui-même. En fait, on a surtout, même en France d'ailleurs, je dirais, on a la peur de l'inconnu. En fait, celui qu'on ne Partout. connaît pas, on va avoir Partout, une peur ouais. Je crois sur lui. partout, ouais. Mais Planète Interdite, c'était quelle année? Excusez mon. Planète interdite, c'est 56 ou 57. D'accord. Ok. Voilà. Non, comme on parle de robots, moi, ça me. Oui. Qui, pareil, Planète le robot, Interdite, il a c'est le tourné. premier film où il y a eu un merchandising. C'est pas Star Wars, c'est Planète Interdite où on a fait des poupées, des jouets, des t-shirts. C'est la première D'accord. fois au cinéma qu'il y a eu ça. Alors je sais que pour le jour où la Terre s'arrêta, ils avaient fait des masques. Des petits masques en carton Ouais. qu'ils distribuaient aux enfants. Parce que j'ai trouvé une très jolie photo où on voit devant une façade de cinéma d'époque américaine des tas d'enfants comme ça, agenouillés, portant le masque du robot Gort justement. Et ils expliquaient que ça a été un des premiers essais marketing. Mais effectivement pour le merchandising, il n'y a pas eu de merchandising, quoi. C'est étonnant. Alexandre, Guillaume, Sébastien, quelque chose à. Oui, Alexandre, pour Alexandre. revenir à Planète Interdite, c'est la première fois que c'est une musique électronique Tout au à fait. cinéma, Ce qu'on appelle au synthétiseur. les synthétiseurs analogiques, oui, parfaitement. Ouais. Ce qui fait un petit peu la base de la musique sur le film Mars Attacks. Où on a ces petites musiques un peu ouh comme ça Alors, qui sont très C'est un lentes. film bizarre, Planète Interdite. Je vais parce que vous interrompre. on voit pas les extraterrestres, c'est le pouvoir obscur du subconscient. Ah, Que Planète le savant Interdite, qui vit tout seul avec un robot et sa fille sur une planète, c'est le subconscient du savant qui c'est cette force là qui tout le long du film on voit une force invisible. C'est Sphère. Voilà. Parce Alors, que- il y a Sphère. On va revenir sur Alors, tous ces films pendant la. Je crois en fait que la première Ouais, musique j'ai- électronique j'ai- qui a été utilisée, c'est justement le jour où la Terre s'arrêta. Non, c'est Planète Interdite, Parce- 1956. Parce que la bande originale a été composée par un compositeur légendaire qui s'appelle Bernard Herrmann, qui a signé la BO de Psychose et de Taxi Driver, entre autres. Et il a utilisé un instrument électronique appelé le thérémine, qui est un instrument avec 2 antennes, comme ça. C'est très difficile d'en jouer parce qu'il n'y a pas de clavier. Il faut bouger ses mains. Et Utilisé par Radiohead depuis, si je me trompe pas. absolument. Muse l'a utilisé Oui, dans, tout à fait. dans ses disques. J'ai quelque part, j'ai le générique avec, on entend cet instrument. Et c'est vraiment, parce que j'avais fait des recherches par rapport à ça, par rapport à la musique, c'est vraiment ce générique-là qui va influencer, et l'utilisation du thérémine qui va influencer tous les films de science-fiction qui vont suivre.
C'est-à-dire que dans Le jour où la Terre s'arrêta, c'est la première apparition d'un robot au cinéma, mais il parle pas, tandis que dans Planète Interdite, c'est le premier robot qui parle au cinéma. D'accord, c'est le premier robot parlant, Talking Robot. C'est pas des 2R2. Guillaume, on t'entend pas beaucoup. Oui, non, écoutez, non, mais moi je voulais simplement insister donc sur le fait que on pourrait avoir tendance à croire que cette fameuse tête d'alien de Roswell qu'on voit partout au cinéma et sur toute la planète est issue de la science-fiction, alors qu'en fait pas du tout, c'est issu de témoignages Oui, bien sûr. de gens qui les ont vus. Je trouve ça quand même assez énorme, quoi. Alexandre, oui, alors à propos de Roswell, je vous conseille un téléfilm qui est extraordinaire de Jeremy Paul Kagan, 1994, qui s'appelle Roswell. C'est la véritable histoire avec Martin Sheen, le type qui joue dans Apocalypse Now et dans Nimitz Retour vers l'enfer. Et c'est vraiment génial parce que c'est vraiment toute l'histoire avec tous les protagonistes, les témoins qu'il y a eu sur place. D'accord. Excuse-moi, tu peux me donner les références de ce film là ? Tout le monde critique. En fait. Comment ? Alors les références de Roswell, ouais. Alors c'est un téléfilm de 1994 de Jérémy, avec un Y, Paul, comme Paul, Kagan, K-A-G-A-N. Et c'est introuvable dans le commerce, on ne peut pas le trouver dans le commerce. C'est passé sur le câble, il fallait l'enregistrer, mais c'est vraiment génial, parce qu'à la fin on voit C'est une série, et le fait que ça passe en série, comme ça... à la fin le petit gris dit qu'il y a plusieurs races d'extraterrestres qui sont là depuis très longtemps sur Terre. Ce qui est un sujet assez récurrent finalement dans les Et séries. ce qui est télé. vrai, parce qu'en fait, on dit les extraterrestres sont méchants, sont gentils, ils sont comme les humains, il y en a plusieurs sortes, parce qu'à chaque fois on dit les extraterrestres, on pense qu'il n'y en a qu'une seule sorte. Mais en fait, il y en a plusieurs sortes, et surtout, il y a des hommes du futur. Je parle en connaissance de cause, parce que Einstein, avec la théorie de la relativité, avait compris qu'on pouvait voyager dans le temps. Il y a des trous de verre entre les galaxies, ce sont des raccourcis, et qui déforment les lois physiques terrestres, l'espace et le temps. Et si on peut passer avec un super vaisseau spatial qui résiste à travers ces trous de verre, on peut voyager dans le temps. Et je suis persuadé, parce que quand on revoit l'autopsie de Roswell, qui a été filmée en 1947, et qui a été authentifiée en 1987... Eh oui, Roswell. Comment parler d'ufologie sans aborder Roswell? Bon, par contre, je m'étends pas sur le sujet, il y a à boire et à manger. Mais je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose là-bas. Et quant à la mythique, comment on appelle ça, autopsie, je sais pas si vous avez connu ça, l'espèce d'autopsie diffusée en France à l'époque par Jacques Pradel, c'était monstrueux. Moi j'étais gamin, mais c'était une histoire incroyable. Donc Roswell en ufologie, c'est un peu le l'abbé Saunière de Rennes-le-Château. Quand on soulève le voile, il y a des tonnes de choses et de pistes à explorer. L'autopsie de Roswell, qui a été filmée en 1947 et qui a été authentifiée en 1995 par un médecin légiste, parce que tout a été fait dans les règles de l'art. On va laisser les documentaires de côté, on a dit. Parce que ça, en plus, ce documentaire, il porte à confusion. Le documentaire a été, on a prouvé que c'est un faux. Le documentaire a été présenté par un... Alexandre, un instant, s'il te plaît. Le documentaire a été présenté en fait par un producteur de musique anglais qui s'appelle Santilli, Ray Santilli. Et donc il y a eu des tas d'investigations sur ce documentaire. Et Ray Santilli a fini par dire lui-même que il aurait acheté 22 bobines à l'époque de ce film à un caméraman américain dont il n'a jamais fourni le nom. Et que quand il a reçu ces 22 bobines, les films étaient en tellement mauvais état qu'ils se sont effrités entre ses doigts. Donc le film qui a été diffusé partout est un faux. C'est-à-dire que lui-même a dit qu'il a retourné avec un ami sculpteur qui a recréé les extraterrestres. Je pourrais vous donner les noms, toutes les sources. Donc, ce qui est absolument certain. Alors, Santilli joue sur les mots en disant, c'est pas vraiment un faux, c'est une reconstruction. Mais une reconstruction est un faux. Voilà, je crois que ça il faut le dire parce que c'est jamais la preuve. C'est pour ça. C'est justement pour ça qu'on s'arrêtera pas sur les documentaires lors de cette émission, parce que personne ne. En tous les cas, le crash a réellement lieu en 1947, puisque tous les témoins, le shérif de l'époque qui a eu reçu des menaces, le témoignage de sa petite fille. Oui, tout à fait. L'employé évident que c'est passé quelque chose. Qui parle? Il y a énormément de. Il y a South Park. Je demande à voir aussi, sauf si on parle de la sonde anale de Cartman. Oui, c'est cet épisode-là qui est le premier épisode de la première saison.
Ou quand même, en fait j'avais souligné C'était cette- donc ça, j'avais des doutes. Oui, mais juste parce que c'est absolument magnifique à la fin de l'épisode, les petits gris qui débarquent sur la Terre et qui s'adressent aux vaches en leur disant nous, depuis le temps que nous vous étudions, nous avons considéré que vous étiez la race la plus évoluée de cette planète. Voilà, c'est juste magnifique. Ça, c'était avant la mutilation, en fait. Alors, c'est une excellente série, South Park. Et puis, à noter quand même que dans les Simpsons qui sont pas sur la liste, enfin, je crois C'est pas vrai. qu'ils sont, Non, ils dans sont les pas dessus. Simpsons, ils sont observés en permanence par des extraterrestres, et on le retrouve d'ailleurs dans chaque épisode spécial Halloween. Il y a des extraterrestres qui sont des êtres verts, qui ont un casque un petit peu à la Mars Attack dans l'esprit, Et qui viennent Mais- de la série Futurama, qui a été Et qui créée viennent par de- Matt Groening. par le même, effectivement, mais quelques années après. Voilà, c'est ça. L'excellente série Futurama s'est arrêtée sur Rencontre du troisième type. Gros budget, des comédiens magnifiques. Là, on est vraiment dans la super production, super classe, bien filmé, tout ça. C'est beau, c'est bien léché. Même si on n'aime pas le sujet ovni, on passe s'y à laisse côté, prendre. on se laisse prendre Oui, par oui, ce c'est- film, sans problème. C'est professionnel, populaire, bien vu. Voilà, c'est bien foutu. Alors, on passe à l'autre bout, là. Vous savez, dans ces séries, ces films qu'on regarde comme des téléfilms, qui étaient diffusés à l'époque où il y avait 6 chaînes en France encore, on se disait, tiens, je vais regarder le téléfilm d'M6. Oui. Et c'était la phrase classique, surtout quand t'allais pas en cours et t'étais chez toi, tu te regardais le téléfilm d'M6, tout, avec des histoires complètement incroyables. Et il y avait des films qui passaient, et c'était au temps de la 5 aussi, il y avait des films, parce que quand Berlusconi a amené la 5, il y a eu toutes sortes de nouveaux films, alors ils ont diffusé Twin Peaks entre autres, C'est vrai. en VO et en VF, ce qui est à noter, même si on pourra pas parler de Twin Peaks lors de cette émission, mais je voulais le placer dans l'antenne. Bravo, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait, on est tranquille. Mais il y a The Arrival. The Arrival, Ah. il a tout de ce que pourrait être un nanar, franchement. Il a un acteur qui, à l'époque, Et sur le déclin. est sur le déclin. C'était avant qu'il tourne dans la série qui a fait de lui un multimillionnaire actuellement, qui s'appelle Mon oncle Charlie, en France en tout cas. Il était sur le déclin. On savait qu'il était un bon comédien parce qu'il avait déjà joué dans des films où il avait prouvé qu'il était un vrai acteur. Et puis Monsieur Sheen débarque dans ce film qui ressemble à une série B, une série Z, C'est vrai. avec des extraterrestres, avec une image pas top, hein, faut le dire. C'est pas le film le mieux monté de la planète, Bah, on c'est est pas sur le une film le plus beau. On est sur une production télé. donc, Production télé, ouais. Mais c'est très honnête. C'est très honnête. J'ai trouvé, je vous montrerai tout à l'heure, la série télé équivalente à Abyss, qui s'appelle Lords of the Deep. Ouais. Et je peux vous dire qu'à côté, c'est tragique. Mais c'est absolument tragique. Donc, The Arrival, je trouve que The Arrival reste extrêmement C'est un honnête. téléfilm, hein, c'est pas une série. Comment? C'est un film, un téléfilm, un film Oui. pour la télévision, Oh, c'est oui. pas une série. Non, non. Il y en a même 2 d'ailleurs. Il y a une suite Oui, qui a été faite. Sans déconner. Oui, The Et Arrival, ouais. oui, oui. Et ouais, Mais mon qui bon est- monsieur. Je pense qu'on va la passer sous silence. Ok, on la passe sous silence. Ah bah, c'est comme la suite d'Abyss. Hein. Vaut mieux la passer sous silence. Quoi, il y a parce eu que- un Abyss 2? Et oui, il y a eu un Abyss 2 qui a été réalisé par... attends que je te ressorte l'info. Je ne sais plus, mais la suite est sortie 3 ou 4 ans après et ça a été un bid astral. Alors, le thème de Abyss 2, en C'est- gros, c'est quoi? C'est à peu près la même chose. C'est toujours un groupe qui découvre ses cocons, sauf que cette fois-ci, sachant que c'est les extraterrestres, ils sont déjà là tout de suite et finalement... on essaye de rester dans l'approche principalement dialogue entre les mondes et on vient pour vous aider, mais le film est tellement mal ficelé, surtout que il n'a pas la qualité d'un téléfilm, alors qu'il a été fait quand même avec un budget assez conséquent, même si c'est pas celui du premier. D'accord, Abyss 2, alors j'apprends quelque chose. T'as quoi là en main Bah, Egon justement, c'est ce Lords of the Deep qui est l'équivalent télévisuel du premier Abyss. Alors déjà, ce qui est génial, c'est que je sais pas si on peut le voir, mais On peut le voir à la caméra. Alors attends, je la sortie française, il s'appelle Predator 2. Déjà, le titre en anglais, le titre original, c'est Lords of the Deep, donc les seigneurs des profondeurs. Ouais. Ça s'appelle Predator 2. On voit, c'est génial, on voit sur la couverture une espèce de monstre avec une dentition absolument, voilà, Là, voilà. avec une dentition terrible. Ça n'a absolument rien à voir avec les créatures qu'on va voir dans le film. Il est écrit quelque part sur la jaquette que les effets spéciaux
ont été fait assurés entièrement à la main. Donc, par l'équipe qui a fait Alien. Alors je pense que pas du tout, je pense que c'était les enfants de l'équipe d'Alien, parce que si à la maison vous prenez de la pâte à modeler et que vous prenez le caméscope familial, vous allez faire 1000 fois mieux. Mais c'est que souvent dans ces films-là, on trouve par le co-réalisateur des effets spéciaux de Alien. Il y a toujours des grands films. Il y a que un groupe de films qui revendique ces effets spéciaux très kitsch, c'est la série des Traumas. Que vous connaissez peut-être, et Trauma, une maison de production complètement incroyable qui se permet de faire fondre de la pâte à modeler en nous parlant de... C'est excellent. Tu connais pas, Egon? Non, je connais pas. Va voir du côté de Trauma Production. D'accord. Ah, tu vas te régaler. Je vais noter ça, je vais aller regarder ça. Magnifique. Sans problème, hein, puisqu'il y a Bad Taste en plus dans la liste, on peut dire que entre Bad Taste et Trauma, il pourrait y avoir une histoire d'amour. Génial. Alors, on revient... Mais c'est jouissif quand même parfois. Les séries traumas, Z, c'est quand même... moi, je te dis, les traumas, tu peux les regarder sans problème. J'ai le souvenir d'un trauma avec un liquide radioactif qui va dans une école et qui transforme tout le monde en monstre, parce qu'en fait, le liquide radioactif va sur des plants d'herbe qui sont fumés par les lycéens. Et donc, en fumant leurs joints, ils deviennent verts et ils se transforment, je te jure, avec des effets spéciaux en pâte à modeler. Il faut voir ça. Ah, mais c'est très très bon. Ça redonne la pêche. Tu vois, pour que tu sois un peu déprimé, tu regardes ça et tout va bien. Ah mais oui, Trauma Production, j'avoue j'étais client, c'était des films complètement déjantés avec des effets spéciaux à 2 balles, des dialogues lunaires, des filles complètement hystériques, du slime, de la sauce tomate, en veux-tu en voilà. Et pour ma part, le premier que j'ai vu c'était Toxic Avenger. Mais bon, il y en a beaucoup d'autres, malheureusement pas toujours en français, parfois en version originale sous-titrée français, mais souvent en VO. On va dire que c'est la catégorie inférieure du chef-d'œuvre comme Bad Taste ou Brain Dead. Mais bon, là, on n'est plus chez les extraterrestres. Alors, donc, The Arrival, avec Charlie Sheen. Ah, avec Charlie Sheen. C'est Charlie, hein, c'est pas Martin. C'est Charlie Sheen. Toujours un petit problème avec eux. Ça a été réalisé par David Twohy. Je pense que ça se prononce comme ça, c'est Twohy. C'est sorti aux États-Unis le 31 mai 1996 et en France le 10 septembre 1997. Alors, c'est un film... moi je voulais qu'on parle de lui juste après Rencontre du troisième type, parce que ce film déjà de 96 donc nous parle déjà d'environnement. Tout à fait. De réchauffement climatique. De réchauffement climatique, et il laisse présager d'un complot, hein, en quelque sorte, même d'une action menée par les extraterrestres. Alors si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez pas en savoir trop sur les films, coupez le bouton, hein, de temps en temps quand on approfondit le sujet du film, parce qu'on va pas se priver d'en parler parce que vous l'avez pas vu. Ce qu'on peut dire sans déflorer, c'est qu'on a affaire à une trilogie extraterrestre, conspiration, colonisation. Voilà, ça c'est la base. On peut dire aussi que les extraterrestres sont très méchants. Ils sont très méchants. Oh, ils sont très méchants. Et c'est la terraformation de la planète par le réchauffement. Puisqu'ils veulent provoquer un cataclysme écologique. C'est eux qui veulent provoquer un cataclysme écologique pour détruire la race humaine. Et ils sont dans les milieux, ils sont insérés dans les milieux scientifiques, dans les milieux politiques. Évidemment la NASA. Toujours la NASA, toujours droit à ce rôle. En même temps, ils n'ont pas volé. Si on peut se permettre. Excusez-nous. Non mais il serait inséré chez Burger King, ça surprendrait, tu vois. Mais la NASA, ça rentre plus dans le thème. Absolument. Ça serait quoi bien pour le film déjà tout de suite. Oui, c'est ça, hein, c'est moins sérieux d'un coup. Alors, The Arrival nous donne une quantité d'informations sur les extraterrestres. Déjà, bon, un homme qui est seul, qui a des infos. Le syndrome David Vincent. C'est un homme de confiance, c'est un radioastronome, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Oui. Et le film peu paumé, hein. un peu toujours paumé, comme tous les héros américains, mais on le précise. Dans un couple un peu à la dérive. Un peu à la dérive. Je pense qu'il buvait un petit peu. Le début du film, en fait, on le voit à l'écoute du ciel, puisqu'il participe au programme SETI. Il cherche des preuves de vie extraterrestre aux confins de l'univers. Et il va capter un message, en fait. Un message qui vient d'une planète qui s'appelle Wolf 336, qui est située à 14 années-lumière de la Terre. Voilà. Et c'est de là que l'histoire commence. Et un nombre incalculable, pour rebondir sur ce que dit Egon, un nombre incalculable de films démarre par ce premier contact sous forme de signal. Contact Notamment. Qui porte bien son nom. Beaucoup de films. Je regardais encore cet après-midi un film avec James Spader de 2003 qui s'appelle Alien Hunter. Pas vu. Où tout démarre par en 1947, un radioamateur qui capte un signal
qui pour lui était mis pas loin de la zone 51 et en s'approchant de Roswell et en s'approchant du signal se fait abducter. Et alors l'ancêtre, alors ça je vous recommande ce film, mais vraiment, il est disponible depuis très peu de temps, ce sont les éditions Montparnasse qui ont édité l'excellente idée de rééditer ce film. Ce film s'appelle Aelita. Alors hop, si on peut le voir, c'est un film soviétique de Yakov Protazanov. Qui date de 1924. C'est le premier film de science-fiction réalisé en URSS. Et ça commence, donc je vous lis, l'ingénieur Loss réceptionne un curieux message qui semble venir de l'espace. Donc c'est l'ancêtre des réceptions de messages de l'espace, c'est Aelita, et je vous conseille vraiment ce film. Film muet, hein. Film muet, film de 2 heures. On en reparlera tout à l'heure. Mais on en reparlera, ouais, on s'arrêtera sur lui. Donc c'est le grand-père de tout ça, du SETI. Alors, pour en revenir à The Arrival, c'est très sournois par rapport à d'autres films où les extraterrestres attaquent frontalement à un moment, même s'ils sont là depuis un bout de temps. On en reparlera tout à l'heure pour la guerre des mondes. Là, c'est beaucoup plus sournois et c'est à long terme. À long terme, on se débrouille pour faire changer le climat de la planète. C'est un terraformage et c'est très intéressant. Je me rappelle pas d'autres films, peut-être qu'il y en a eu d'autres, où il y a eu ce thème-là. Aldo ? Dans Total Recall, juste pour l'histoire de la terraformation. Sur Mars, avec ces fameuses machines d'une science qui nous est totalement inconnue et dont on découvre en fait qu'elle est faite pour réchauffer toutes les masses d'eau souterraines de Mars et apporter l'oxygène. En terraformation, le Alien 2, sur la planète LV426, où les colons sont installés pour terraformer la planète. Donc après, oui, il y en a eu beaucoup. Disons que c'est dans The Arrival, c'est vraiment l'aspect sournois, où c'est vrai que là, cette fois-ci, l'entité extraterrestre a définitivement le temps de modifier notre climat pour s'installer et nous laisser finalement mourir à petit feu. Mais c'est tout à fait étonnant, c'est presque un thriller politique. Je repense au scénario des 24, par exemple la série 24, où on apprend au fur et à mesure que les méchants ne sont finalement pas ceux qui sont les plus méchants, et à chaque fois il y a 3 ou 4 cibles pendant les 24 heures en question, et au bout de 5 ou 6 épisodes on change de cible. Là pour The Arrival c'est un petit peu la même chose. On est presque en plein thriller politique, alors je vais dire intergalactique là pour le coup, mais le scénario est vraiment tout à fait particulier. C'est une enquête. Il est bien ficelé. Moi ce film je trouve vraiment extraordinaire, et pourtant on s'y attend pas. Quand on tombe dessus la première fois, on se dit non. Et finalement, quand on regarde le scénario de près, il est très intéressant. Non, je crois que c'est vraiment un film recommandable. On peut le recommander à nos auditeurs sans problème. Puis il est trouvable partout. Il est multi-rediffusé sur les chaînes de la TNT. Oui. Ça, il est partout ce film. Il est là, Il est toujours rediffusé généralement en plus en 2 volets, parce qu'il est assez long. Il me semble qu'il fait 2h30 ou 3h. Ouais. Et la plupart du temps, il est toujours diffusé en 1 ou 2 épisodes. The Arrival, excellent téléfilm à recommander à tous sans problème. Là, vraiment, on est d'accord là-dessus. Oui. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que j'étais frappé quand je l'ai vu. Je trouve qu'il a un côté Les Envahisseurs. La série des Envahisseurs, la série culte des années 60. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment un parallèle entre la façon de faire évoluer le suspense, la façon de le construire. Seul contre tous, absolument. L'incrédulité de tout le monde, qu'il soit scientifique, militaire ou commun des mortels, personne ne veut le croire. Et finalement, il finit par être le seul à détenir ces informations, et se rendant bien compte que finalement ça ne sert à rien de les divulguer puisqu'il n'aura pas l'écoute. Le seul moyen, c'est d'agir. Station 5. Est-ce que ma voix te dit quelque chose, Zane? Ne me refais pas le coup de la semaine dernière. Écoute, si je te dis que je rentre, c'est que je rentre, point final. Il n'y a rien de plus important pour moi en ce moment. Les petits hommes verts, dans l'environnement politique actuel, ce n'est pas facile à vendre. Je vous parle d'une vie possible hors du système solaire, et vous me virez pour ça. Ils font comme si rien ne s'était passé, comme si la bande n'existait pas. Le premier signal venait de l'espace, mais celui-là vient de la Terre. Sean, il se passe quelque chose ici. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? C'est un jeune homme très troublé. Pourquoi vous leur dites des mensonges sur moi? Rendez-moi cette bande, je veux ma bande. Ils veulent le faire passer pour un fou.
Il y a des gens du Pentagone ici. Ils fouillent nos papiers. Je ne sais pas qui ils sont, mais ce que je sais, c'est qu'ils te mentent. Les seuls à croire à ce qui va arriver S'ils ne sont pas encore là, il ne faut pas tarder. Qui ça, Zane? sont ceux qui sont déjà arrivés. Charlie Sheen, Ron Silver, The Arrival. Je vous l'avais dit, Zane, vous n'en saviez même pas la moitié. Le doublage français est réjouissant. C'est réjouissant. un peu le Et le ça cri là derrière m'a fait penser à un film de Brian De Palma où il cherche désespérément le bon cri d'une femme. Je crois que c'est Pulsion. Je suis pas sûr que ce soit Pulsion, mais c'est assez drôle. En tout cas, le doublage français est passionnant. N'hésitez pas à regarder The Arrival. Et vous allez être surpris. On en a presque rien dit là. Franchement, je m'attendais à ce qu'on en dise plus. On a vraiment pas tout dit. C'est-à-dire que s'il faut en dire plus, on va peut-être déflorer l'intrigue et ça serait dommage. Enfin, on peut en parler si des auditeurs ont envie d'appeler et d'en parler, on peut, mais ça serait dommage parce que c'est quand même un joli moment. Alors, je vous propose qu'on parle des séries un petit peu plus tard. On reste un peu sur le cinéma pour l'instant. Bon, vous voyez, c'est du petit lait. Moi, j'ai adoré cette interview pleine de détails croustillants. J'y ai appris plein de choses. Et donc, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis, le concept, le média, cinéma, série et leur rapport aux extraterrestres, c'est génial. Et puis, forcément, on ne peut pas passer à côté des dossiers confidentiels, secrets d'État, documents confidentiels. Alors, la question, c'est est-ce que certains réalisateurs sont au courant de choses qu'on ne connaît pas et qu'ils veulent faire passer des messages à travers leurs films ou leurs séries, des trucs subliminaux, je sais pas. Alors, je sais pas, vous, quelles sont vos références préférées en ufologie? Moi, j'ai bien aimé la série V. Ça, pour moi, je suis pas trop série, mais cette série-là... Bon, j'étais gamin, je parle de la série première du nom. J'étais gamin et ça m'avait marqué à l'époque, mais j'ai adoré aussi Cocoon. Cocoon le 1, encore une fois, parce que le 2, bon, c'est... Si vous l'avez jamais vu, c'est pas grave. Predator, Alien, Abyss aussi. Abyss, un super film. C'est un peu long à se mettre en... C'est un peu long, quand on a 12, 13, 14 ans, on veut autre chose, mais finalement, c'est pas mal. Le mythique Stargate, le Stargate, les 30-40 premières minutes sont géniales. Après, je trouve ça moyen, mais bon. Alors je sais pas quelles sont vos références, vos préférences dans les films pas science-fiction, mais un petit peu, mais surtout d'extraterrestres. Mais il y en a des dizaines, donc on va se concentrer sur vraiment les anciens qui lancent un espèce de concept comme ça, qui sera repris plein de fois par la suite par d'autres réalisateurs. Et il y en a un autre qui me vient là, c'est Invasion Los Angeles de John Carpenter. Donc j'avais noté ça. Donc c'est un film de 92 avec dans le rôle principal Roddy Piper, un catcheur de la WWF. La WWF. C'est la WWF de l'époque. Et qui arrivait en kilt sur le ring, ça je me rappelle bien, puisque écossais. C'était génial. J'adorais le catch à l'époque. Le Royal Rumble, le WrestleMania. Qu'est-ce qu'il veut encore? Le championnat intercontinental qui était toujours remporté par Bret Hart. C'était plus drôle à la fin parce qu'il était trop fort. Donc Bret Hart qui vient d'une grande famille de catcheurs, mine de rien, avec son frère Owen Hart qui se tuera en plein direct sur le ring devant des milliers de personnes. Bon, personnellement, moi, mon préféré c'était l'Undertaker. Alors, mais comment on peut ne pas aimer l'Undertaker? Charismatique, mystérieux, il y avait un petit côté morbide. Bon, d'ailleurs, rien que son entrée avec le cercueil, c'était mythique avec le coup de cloche qui marquait le début du massacre. Donc la petite photo, là, je vous ai mis, regardez ce beau bébé de 2,8 m, je crois. Et la taille ridicule de l'arbitre en arrière-plan. Ah, ces biceps, regardez, des biceps, ils font la taille du corps de l'arbitre. Et la taille du corps de Shawn Michaels qu'on voit de profil. Bon, c'était très, on va dire, très théâtral avec beaucoup de cinéma mais tellement bon et puis surtout inédit en France parce que moi je connaissais pas le catch à l'époque mais il fallait avoir Canal+. Bon bref, c'était la petite parenthèse WWF. Je pourrais en parler des heures, j'ai tellement aimé ce truc là, c'était tellement bien. Ah mais la WWF, j'étais fan à mort, j'avais même eu l'opportunité d'aller les voir à Bercy. Donc à l'époque il n'y avait pas de portable, mais j'avais fait des vieilles photos, la couleur, l'éclairage a été complètement pourri, mais bon c'était une soirée de fou. Et j'avais même l'album Panini.
Bon bref, que des bons souvenirs. Bon bref, aujourd'hui, toujours est-il que le catcheur se retrouve dans le film de Carpenter avec une histoire de lunettes spéciales qui permettent de voir les extraterrestres, et ainsi que leurs messages subliminaux qu'on ne peut pas voir à l'œil nu forcément. Donc regardez le coût du billet, je vous ai mis ça, le coût du billet sans lunettes, et puis billet avec lunettes. C'est très parlant, on voit un petit peu le concept du film, et puis donc un peu à l'instar de la série V, première du nom encore une fois, le but du jeu sera de révéler la terrible réalité en diffusant un message à la population via la télévision. Donc un film vraiment excellent. Un autre aussi qui me vient en tête là, c'est Bad Test. Franchement, Bad Test c'est culte. Par contre c'est bien crade. Hein, on y boit du vomi. Les humains et leur chair sont à mettre de choix sur leur planète. Donc ils ont débarqué spécialement de leur planète pour rafler tout un village et le ramener chez eux. Se faire des bons burgers. Et c'est fait par Peter Jackson. Hein. Peter Jackson, c'est le Seigneur des Anneaux ou encore Titanic. Et puis un autre, mais là on est loin de la science-fiction, enfin quoique, c'est Les Langoliers. Je sais pas si vous connaissez ce film, enfin ce téléfilm en 2 parties. Ça honnêtement je vous conseille, un téléfilm donc en 2 parties de Stephen King. Donc là vous avez 3 grands maîtres, hein, clairement, entre Stephen King, Peter Jackson et John Carpenter, vous avez vraiment de quoi faire. Honnêtement, Carpenter et King, je crois que j'aime tout en fait. Allez, on continue avec d'autres anecdotes. Un autre film, là, dont vous aimeriez parler maintenant Le jour où la Terre s'arrêta. Le jour où la Terre s'arrêta, très bien. Parce que c'est quand même un film fondateur. C'est un film fondateur et c'est un film intéressant parce que on peut vraiment le relier à ce qui se passait à l'époque. Oui. C'est un film qui va sortir en 51. Tourné par Robert Wise, hein. Il sort en septembre 51. C'est le premier grand film de science-fiction jamais produit. Donc c'est bien de commencer un peu par le début. Tu l'aimes ce film, on va laisser la parole à Egon pendant un bout de temps là, parce qu'il adore et puis il connaît bien. J'aime énormément ce film. Alors ça c'est un film plus que recommandable, vraiment plus que recommandable. L'histoire en 2 mots, enfin on va pas déflorer, mais ça commence, un message est transmis un peu par toutes les radios du monde et on voit débarquer un magnifique vaisseau qui vole à 6000 km à l'heure et qui se dirige vers Washington. Donc là il va se poser sur la pelouse, les badauds se rassemblent tout autour et la porte va s'ouvrir, on voit sortir un extraterrestre. Hein, qui est anthropomorphe, qui a l'apparence d'un homme, suivi par un robot gigantesque, qui est un garde du corps, qui s'appelle Gort, on en parlait tout à l'heure avec nos auditeurs. Et cet extraterrestre s'appelle Klaatu. Il s'exprime alors avec douceur mais fermeté, et il dit « Nous venons en paix, nos intentions sont bonnes ». Maintenant, regardez la suite. C'est un film, moi je trouve, d'une poésie absolument étonnante. Très humaniste dans son message. C'est un film très, très osé aussi, parce que si on le remet dans le contexte de l'époque, donc on est en 51, c'est le début de la guerre froide, l'échiquier mondial est partagé entre 2 grandes puissances, hein, oui, c'est ça. Le bloc russe et puis le bloc soviétique et le bloc américain. Donc le discours le plus courant, c'est la course à l'armement. Il faut s'armer pour se défendre contre l'ennemi. Et là, nous tombe sur le coin du nez un film qui nous dit non, surtout pas. Notre plus grande menace, c'est l'arme nucléaire. Donc c'était un film, je trouve, très osé, très courageux pour l'époque. C'est un film qui était très atypique et qui a un discours qui, encore aujourd'hui, est totalement d'actualité. Je vous interromps tous les deux car nous avons Najaël et Alexandre avec nous. Alexandre qui est déjà intervenu tout à l'heure et qui m'a dit qu'il avait une anecdote par rapport à The Arrival. Il y a aussi Najaël. Najaël ? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Écoute, là j'étais en train de fêter un anniversaire, donc j'ai chopé l'émission en cours. Habituellement je la prends à 23h, donc j'ai pas entendu le début. Bon anniversaire en tout cas. Donc moi j'entendais tout à l'heure que vous avez évoqué la nouvelle série V. Oui. Je suis d'accord, est absolument... Enfin, moi, je vais carrément utiliser le mot stupéfiante. Pour moi, elle est stupéfiante. Elle est plutôt bien, ouais, oui, c'est vrai. Alors, je sais pas si vous avez de toute façon vu les 4 premiers épisodes. Oui. Donc, moi, j'ai trouvé 2 choses dedans qui me surprennent beaucoup. Mais tout d'abord, je sais pas si nos invités en ont parlé. Quand on commence à connaître un petit peu
peu le domaine, on se rend compte qu'effectivement il y a pas mal de films qui sont à double lecture. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Complètement, parfois à triple. On va parfois à triple, hein, donc c'est codé, on est bien d'accord. Tout à fait. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans la nouvelle série V, et je pense que vous l'avez vu, c'est que la chef s'appelle comment? Elle s'appelle Anna. Et moi, Anna, ça me rappelle étrangement le dieu An, sumérien, hein, qui est au sommet du Panthéon. Et je pense que c'est pas par hasard. En tout cas, c'est intéressant. En tout cas, il y a énormément de séries ou de films où les références avec les extraterrestres et nos cultures passées. Oui. On prend Stargate, la porte des étoiles, mais... T'as Alien vs Predator aussi, quand tu vois les vaisseaux qui se posent au-dessus de Teotihuacan. Oui, voilà, et puis... c'est... De toute façon, la série, là, juste pour être vite fait sur la série télévisée, la plupart de nos différents panthéons de dieux sont tous issus, finalement, de races extraterrestres qui nous ont colonisés un jour ou l'autre. Ah oui, bien sûr, oui. Bon, je pense qu'on va pas. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de particulièrement développer le sujet ce soir, puisque là, on est un peu dans la rêverie et dans la magie des films. Oh là, puis après, ce serait aller beaucoup trop loin. Et... On va y rester. Mais parfois, il y a des raccourcis intéressants. Tous ensemble, on a nos connaissances qui effectivement nous permettent de voir que effectivement les films sont codés. À propos de The Arrival, il est arrivé la même chose à l'astrophysicien Jacques Vallée. Oui. Sa bande a été détruite. Voilà. Et dans le film The Arrival, le chef de la NASA, le patron de la NASA, c'est un extraterrestre. Jacques Vallée, qui au fond est très présent aussi au cinéma, puisque Rencontre du troisième type, tout à l'heure on n'a pas dit, mais le rôle de François Truffaut, c'est en fait Jacques Vallée. Merci beaucoup Alexandre pour ces précisions. Allez, encore une petite parenthèse sur Jacques Vallée, un astrophysicien ufologue français, cocorico, même si il vit aux États-Unis depuis longtemps maintenant, puisqu'il travaillait à la NASA, quand même. Et donc il a fait plusieurs livres sur le sujet et a participé au projet Blue Book avec Alan Hynek, on en parlait tout à l'heure justement. Avec qui il fera, je crois c'est un groupe ou une espèce d'association bizarre. Et donc ils feront des travaux sur les crop circles, je sais pas si vous connaissez, on dit quelques images. Et ils tenteront de démonter que c'est une grosse arnaque en fait. Et pour boucler la boucle, dans Rencontre du troisième type, il aura son rôle d'ufologue français, incarné par François Truffaut. Cocorico. Puisqu'on parlait de messages au travers des films, moi il y en a un qui me vient en tête qui pour moi est un des plus beaux films de science-fiction, à mon avis c'est au-delà de la science-fiction, il est même d'ordre philosophique. 2001. C'est Contact. Oui. Et vous avez dû remarquer que lorsqu'elle rencontre on va dire son père, à un moment donné, il prend une poignée de sable et qu'apparaît-il dans sa main une spirale d'or. Contact en référence à l'équation de Dieu. Ouais, Contact est un film incroyable. Moi, je me lasse pas de le regarder. J'ai dû le voir au moins une vingtaine de fois. Ce film, il est beau et d'une beauté. Je crois que le roman est plus fort que le film. Et là, cette spirale d'or apparaît deux fois. Elle réapparaît à la fin du film quand elle se retrouve face à elle-même au bord du canyon. Et pour moi, c'est clair, ça fait référence à l'équation de Dieu, donc c'est absolument stupéfiant. Et le symbole de la spirale qui est très récurrent dans le film Dark City aussi. Dont nous parlerons, tout à l'heure. On va juste essayer de pas... Voilà, Alexandre. Bon, merci. Attends Alexandre, juste un instant. Il y a Nagel qui nous dit au revoir. Merci à toi Nagel. À plus. Et bonne nuit, bon anniversaire. Il faut absolument parler de deux films, c'est Men in Black et 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors sans problème. Dans 2001, on ne voit pas les extraterrestres, mais ils sont suggérés par cette présence de cette espèce de rectangle noir là qui fait évoluer les singes en hommes, et puis à la fin on retrouve ça sur je sais plus, sur la Lune, je crois. Oui. Et il y a une sonde, une onde qui vient de, je sais plus, de Jupiter, je crois, et qui est ce parallélépipède là sert d'intermédiaire et ça influence sur les cerveaux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que 2001 Odyssée de l'espace est aussi un film fondateur, c'est-à-dire que on va retrouver des tas de clins d'œil dans tous ces... Il faut parler d'Arthur C. Clarke, qui est vraiment un visionnaire. Et qui est... On va largement s'arrêter sur 2001. Et dire aussi que Contact, ça a été écrit par Carl Sagan. Oui, quand même.
Allez, on s'arrête 2 petites minutes sur Carl Sagan, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est donc un astrophysicien qui participera à plusieurs missions d'exploration du système solaire. Mais surtout, ce sera, et c'est là que c'est vraiment génial, parce qu'il sera à l'origine de l'envoi d'une plaque dans l'espace. Et là, je vous mets les photos, vous pourrez regarder. Donc un message pour toute forme de vie intelligente qui contient notre localisation dans l'espace, dans la Voie lactée, et notre forme de vie, notre forme physique, ainsi que des musiques. Donc un petit message à destination de nos chers extraterrestres, hein, une sorte de, comment dire, une bouteille à la mer cosmique intersidérale. Alors bon, aujourd'hui on n'a toujours pas de réponse, ni de contact, enfin à ce que je sais, hein, je suis pas dans le secret des dieux. Donc dans l'attente d'une réponse positive, veuillez, chère forme de vie ultime, agréer à l'expression de nos salutations distinguées. Alexandre, pour finir. Alors pour finir, un film qui est génial pour les cinéphiles, 1959, The Angry Red Planet, la planète rouge en colère, c'est sur Mars, de Ib Melchior. C'est un film génial où c'est des Martiens c'est le retour de Mars d'une expédition. Ils sont complètement traumatisés par ce qu'ils ont vu. Les couleurs du film sont géniales. Les Martiens n'approuvent pas du tout la venue des Terriens sur Mars et ils leur somment de ne plus y retourner. Voilà. C'est génial. Et oui, quand on sait que les dernières sondes de la NASA ont photographié une espèce de chose qui s'appelle The Face, qui mesure 1,8 km sur 1,2 km, qui a le même trait de visage que le Sphinx d'Égypte, entouré de roches pyramidales, et que pourquoi Mars est rouge, parce qu'elle est en fer, et qu'est-ce que c'est qui oxyde le fer, qui le rend rouge, c'est l'eau. Parce qu'on a vu qu'il y avait des traces de canyon. En fait, Mars, si vous voulez comprendre Mars, c'est le même paysage qu'il y a en Arizona et en Utah, là où, comme par hasard, il y a la Mars Society qui s'entraîne pour la conquête spatiale. C'est les déserts de l'Arizona et de l'Utah. C'est des couleurs qui virent à l'ocre, au jaune et à l'orange, des airs rocailleux. Et je pense que Mars a été comme la Terre, parce que c'est la planète du système solaire qui nous ressemble le plus, puisqu'elle est ni trop éloignée ni trop proche du Soleil. Et je pense que la Terre va devenir comme Mars. Il va y avoir un emballement des températures à cause des gaz à effet de serre et la Terre va se réchauffer de plus en plus. Et je pense que l'avenir, c'est la conquête spatiale. Merci beaucoup à toi, Alexandre. Merci. Et on retrouve Sébastien qui a décidé de revenir lui aussi. Et pourquoi pas, Sébastien, tu voulais nous parler de V, c'est ça? Ouais, vite fait, pour faire un petit flashback. Et qui nous parle quand même, les Sumériens, la race la plus ancienne de l'humanité, qui connaissait Pluton bien avant nous, c'est-à-dire il y a à peu près 10 000 ans, nous parlaient déjà de Pluton, alors que nous on l'a découvert qu'à peine il y a 30 ans. Et eux nous parlaient d'hommes lézards qui seraient venus créer l'homme à leur image d'une région qui s'appellerait Éden en Irak. Voilà. Et ça, c'est de l'archéologie, quoi. C'est pas de la science-fiction. Et pour ceux qui veulent se renseigner, il suffit de taper sumérien, quoi, sur Internet, sur Google. Et hop, on commence à comprendre via les traductions de Zecharia Sitchin, qui est quelqu'un de connu mondialement et qui est un des seuls, ils sont quelques-uns à pouvoir lire les tablettes sumériennes qui nous parlent déjà de vie extraterrestre et de véhicules et tout ça, quoi. Oui, qui effectivement, comme tu disais, par rapport aux dieux Inca ou Maya, je ne sais plus lesquels, mais effectivement l'idée d'une entité reptilienne, voilà, qui est devenue aussi relativement récurrent dans les différents témoignages qu'on a pu avoir concernant des personnes qui ont été abductées ou... Exactement, et pour en revenir encore à la personne qui voulait parler de petits gris, c'est vrai qu'apparemment en ufologie, il y aurait connaissance de plusieurs races différentes, dont des races tellement évoluées qui apprendraient les petits gris comme interférents vis-à-vis de nous, quoi. C'est-à-dire pour communiquer entre eux et nous. C'est-à-dire que ce serait une race qui permettrait seulement la communication entre des êtres encore plus évolués avec qui on aurait du mal réellement à communiquer. Parce qu'on ne pourrait pas se comprendre. On va y revenir aux différentes races. Si une voulait parler à un dieu, il n'y a pas vraiment de système de communication. Et eux, ils sont tellement évolués que nous, on ne comprend pas comment pouvoir discuter, quoi. Donc on a une race interférente entre nous qui fait la traduction, on va dire. Sébastien, on va parler des différentes races et je pense notamment qu'on s'arrêtera sur le sujet, si tu me dis, Allo, si je me trompe, de Star Trek. Oui, Star Trek. On en reparlera de différentes races avec Star Trek parce que là, pour le coup, c'est un épisode, une espèce, une race, une planète,
et du carton-pâte aussi. Merci beaucoup de carton-pâte. La fameuse sonde qu'on avait envoyée sur une planète très éloignée, qui se serait transformée en planète robot. Qui est le premier film Star Trek qui s'appelle Voyager. Transformé la sonde Voyager en une entité réellement pensante et aussi évoluée que l'être humain quelque part. Tout à fait. Elle a des sentiments. Sébastien, je te remercie. Il y a du monde en attente, je vais devoir t'arrêter. Merci Sébastien. Et peut-être à plus tard. Merci à toi. Et bonjour. Merci, bon courage, au revoir. Oh, merci. Oh, on n'a pas besoin de courage, on s'amuse bien. Vraiment. Philippe, bonjour à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Écoutez, moi je vais essayer d'être assez rapide. Bon, il y a plein de sujets intéressants. On parlait des reptiliens, on parlait de Mars. Moi je voulais, à propos de Mars, je trouvais dommage qu'on ne parle pas du film Mission to Mars. Mais on va en parler, Philippe. On va en parler. Comme vous l'aviez pas dit tout à l'heure, je me disais c'est dommage de ne pas parler de ce film. Et donc pour faire la relation avec le film, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur le visage de Mars. Il y a eu un reportage qui est sorti donc qui s'appelle sur Dailymotion Le visage de Mars, où c'est un scientifique qui parle dans une université. Je ne veux pas en dire plus, il faut que les gens ils se renseignent un petit peu là-dessus. Et puis sinon, pour rester dans les films, donc les reptiliens, tout ça, j'imagine qu'il y a quand même des sceptiques qui nous écoutent. Et moi donc j'ai fait mes petites recherches sur les reptiliens, et donc il s'est avéré que parfois on pouvait voir des hommes dans les médias qui apparemment seraient des reptiliens. Je vais pas développer là-dessus. Ouais, puis oui, c'est clair. Puis en plus, j'ai pas du tout envie que la soirée se dirige là-dessus. Donc voilà, en fait, c'est pas le sujet central, on va dire. Mais pour les curieux de vérité sur les reptiliens, moi je vous conseille un film qui s'appelle ADN la menace. Alors bien sûr, au moment où on voit ce reptilien, parce qu'à un moment donné, ses yeux changent de forme et de couleur, ça se passe à 4,26 minutes du film. Vous pouvez le trouver sur n'importe quel site qui laisse des films gratuits sur le net. Donc voilà, je vous conseille de voir le début de ce film à 4 minutes 26, et vous verrez un vrai reptilien, et vous verrez que ce personnage, donc, a les yeux qui changent de forme et de couleur. Ça dure quelques secondes, donc on peut le voir sur plusieurs secondes. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec le contexte du film, si vous voulez. Donc, on voit bien que c'est un reptilien, pour ceux qui savent reconnaître les signes quand ils y sont, quoi. Voilà. Merci à toi. Je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne fin de soirée, parce que... Merci, nous pareil également. Bonne fin de soirée à toi. Au revoir, Philippe. Merci beaucoup, au revoir. Alors, ADN la menace, un film de Marc Dacascos, si je me trompe pas, ou avec le comédien Marc Dacascos. C'est un comédien. Oui. C'est un comédien, je le connais pas. C'est un comédien qui est... Beaucoup de séries B, films d'action. Films d'action musclés. D'accord, mais en tout cas, la jaquette du film est magnifique. Alors, d'ailleurs, je le précise, n'hésitez pas quand vous allez dans des petites surfaces ou moyennes surfaces, et notamment quand vous êtes en vacances, que vous êtes dans des magasins de province, d'aller voir les lots de DVD. Vous savez, il y a marqué à 2-3 euros DVD, et il y a des trésors à l'intérieur de ces bacs, des DVD de fin de série dont souhaitent se débarrasser les distributeurs, et il y a des trucs, mais il y a vraiment des trucs de folie. Il y a quelque chose qui m'a intéressé quand on parlait de Contact, qui va nous permettre de parler d'autres films aussi, mais sur lesquels une chose sur laquelle je souhaiterais vous faire réagir, messieurs. Il s'agit du père, le père de Jodie Foster, donc qui à la fin, il prend l'image du père pour qu'elle n'ait pas peur. Il lui dit: j'ai pris cette image pour que tu ne sois pas effrayé. Ça nous amène sur ce thème de l'ufologie, maintes fois traité, certains le défendent, d'autres ne sont pas d'accord, qui dit que cette présence, cette puissance ou cette force extraterrestre nous montrerait ce que nous sommes capables de voir. Pour certains, ce sont des lutins, pour d'autres des farfadets, pour d'autres, je parle même pas de l'Islande, là je la mets de côté, pour d'autres ce sont des êtres, des robots, pour d'autres des petits gris, etc., etc. Et ce film met en avant justement la perception et la possibilité que nous avons de voir les choses. Je crois que c'est vraiment un côté intéressant dans... Tout à fait. Bon, je pense que pour les gens que ça intéresse, il faut vraiment lire les livres de Jacques Vallée. Il faut relire Chroniques des apparitions extraterrestres. 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 Il faut relire Chroniques des
qu'on peut trouver justement chez les bouquinistes en collection J'ai lu, cette collection magnifique rouge du mystère. Il faut relire Le Collège invisible. Jacques Vallée, qui est un mathématicien, astronome, informaticien français, a beaucoup réfléchi et beaucoup tourné autour de ce phénomène-là. C'est-à-dire que pour lui, c'est un phénomène qui est capable de projection. Ce n'est pas là, je cite Jacques Vallée, hein, il faut cesser de chercher des soucoupes en métal et boulon, c'est-à-dire que le phénomène ne serait visiblement pas extraterrestre, ce serait une force contrôlante qui existe depuis extrêmement longtemps et qui est capable donc de projeter des images, de projeter des sensations, qui joue avec à la fois nos mythes, à la fois notre culture, à la fois évidemment nos sentiments, nos sensations. Qu'on retrouve dans Dreamcatcher, d'ailleurs la trappe-rêve. Qu'on retrouve dans la magnifique série de Spielberg, Disparition, Taken. Taken, ouais. Ce beau passage où elle rentre dans le vaisseau et en fait c'est la même chose. On va s'y arrêter largement sur Taken. Alors toi, je rebondis Aldo sur ce que tu viens de dire. Tu nous parles de Dreamcatcher. Dans Dreamcatcher, il y a clairement une menace extraterrestre qui est poursuivie par l'armée depuis une éternité. Un groupe dissident. En fait, c'est un groupe secret et dissident de l'armée. Secret et dissident. Alors Stephen King, on n'était pas à sa première fois avec cela. C'est à la fin de ça. De cet énorme truc qui est ça, il met en avant un personnage qui est obligé de prendre la forme d'un clown ou d'une araignée géante parce que le fait de le voir réellement provoquerait un choc psychologique chez la personne et rendrait cette personne folle, donc il est obligé de prendre des formes et d'ailleurs il y a dans le livre, on apprend que ça en fait il est là depuis l'origine des temps et qui vient peut-être même de l'espace. On ne sait pas vraiment. Donc Stephen King aime bien utiliser cela. Dreamcatcher, pour cela, malgré la piètre qualité de ce film, je dois dire, par rapport au roman. Oui. Oui, quand même. C'est vrai. Mais il y a ce petit détail, cette petite séquence intéressante où la première fois qu'un des héros se retrouve face à ces créatures, la créature a la forme, nous on le voit en tant que spectateur, d'un petit gris. En lui disant d'avoir confiance, de ne pas avoir peur. Et faut pas les croire. Voilà. Et en fait, faut pas y croire puisque l'instant d'après, il ouvre les yeux, la créature est absolument affreuse. Mais c'est pareil, c'est cette idée qu'en fait les créatures instillent chez nous, piochent dans notre banque de données, notre banque de données collective, une image que l'on va trouver rassurante pour plus facilement les accepter ou eux plus facilement nous posséder. C'est intéressant cette supériorité permanente des extraterrestres. On met toujours en avant dans les films le fait que s'ils ont la capacité technologique pour arriver sur notre planète, c'est-à-dire que s'ils ont maîtrisé le temps et les déplacements dans l'espace, ils sont forcément plus intelligents que nous. Alors, il y a plusieurs interrogations en fait. Je vais d'abord revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. On a parlé de Stephen Alix et de son livre, qui est un excellent livre. Et Stephen Alix, à un moment, parle d'études qui ont été réalisées sur la vue, sur notre sens de la vue. Et il est de plus en plus prouvé qu'en fait, on voit ce qu'on connaît. Il prend l'exemple d'un chat. Il y en a un justement qui est là, qui se promène en face de nous, qui est magnifique. En disant que si on aperçoit un chat dans un champ, on aperçoit en fait donc des molécules des photons qui réfléchissent la lumière, et c'est 50% de ce que l'on va interpréter. Ensuite, les 50 autres pourcents, c'est notre base de données, c'est-à-dire on a des bases de données. Donc, ce que l'on ne connaît pas, il semblerait que ce que l'on ne connaît pas, on ne peut pas le voir. Il y a ça aussi. Et notre image, notre cerveau en fait utilise un filtre pour rendre compréhensible l'image. Exactement. En superposant une image connue à ce qui nous est inconnu pour pouvoir l'interpréter. Alain Hynek disait une chose dans son premier livre qui s'appelle Objets volants non identifiés, mythes ou réalité. Il disait une chose très intéressante. Il disait: je me suis attaché déjà aux descriptions. Et c'est étonnant de voir les descriptions. Ça va du panier renversé, au bol, au cornichon rabougri, au sandwich volant. C'est-à-dire qu'en fait, les témoins, c'est vrai que ça fait rire, mais en même temps, les témoins sont confrontés à un phénomène qui semble tellement étranger
qu'il colle dessus des termes qu'on connaît, des termes de notre quotidien, mais qui échappent à une sorte visiblement de réalité. Ce qui faisait polémique d'ailleurs en 1954, lorsque on faisait la somme de tous ces témoignages et que les plus sceptiques disaient mais regardez, là vous en avez, ils sont tout petits, poilus, ceux-là ils ont des yeux globuleux, ils n'ont pas de bras, ceux-là sont en scaphandre, ceux-là sont presque en costume. Effectivement, on peut faire aussi ce parallèle en disant que si finalement ces formes sont aussi variées, est-ce que c'est parce que notre imaginaire n'est pas en mesure de pouvoir, notre cerveau n'est pas en mesure d'analyser correctement les images, ou est-ce que c'est ou alors est-ce que c'est la dû multitude ou encore une chose, est-ce que c'est dû à ce que disait Aimé Michel et repris par Jacques Vallée aussi, l'absurdité du phénomène. Ce phénomène est peut-être absurde et il se dénie lui-même. Et ça, c'est un autre vaste sujet. C'est un truc que savent faire les Américains et qu'on sait pas faire en France, c'est vraiment jouer sur ce côté commercial. Complètement. C'est du merchandising aussi. C'est du merchandising. On sait pas le faire ça en France. Hein. On a du mal à se lâcher au-delà d'un concept un petit peu établi. Puis Star Trek, si on prend juste pour l'historique de la série, qui a été diffusée pour la première fois en 1966 sur la NBC, c'est arrivé seulement en 82. Sur TF1 Star Trek. En 82 seulement. Eh oui. Donc c'est 79 épisodes, 3 saisons. On parle seulement là de la saison originale. Et c'est la première fois dans une série télévisée de science-fiction où on installe le concept d'un équipage multiracial. C'est vraiment la première fois où, parce que Uhura est une personne de couleur dans la série, mais on apprend au fur et à mesure qu'en fait elle est d'une autre race. Elle vient d'un autre système planétaire. Et oui, monsieur, parfaitement. Ah oui, je vais apprendre des trucs. Moi, Star Trek, je suis pas. Tout comme spécialiste. Spock. Voilà. Et c'est la première fois en 1966 que on installe dans une série de science-fiction le fait qu'il n'y ait pas que des humains. Mais Spock est un hybride, hein, je crois. Spock est un hybride. Sa mère est terrienne et son père est son père. Il est demi-terrien, demi-vulcain, en fait. Ouais, d'où ses sentiments de temps en temps. C'est ça. C'est aussi extrêmement culturel. C'est-à-dire que c'est une excellente idée de faire un film sur le métissage. C'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. L'Amérique aujourd'hui, on le sait, est une nation plus que métissée. Et voilà. C'est un peu un constat que je fais, mais c'est vrai qu'en regardant les extraterrestres, on se regarde beaucoup nous-mêmes. C'est de l'anthropomorphisme d'une certaine chose. Le regard qu'on a, que ce soit par rapport à une invasion ou un message d'aide ou de paix, finalement, on reste sur un dialogue qui est très anthropomorphique, où on analyse, on extrapole les décisions extraterrestres suivant notre perception à nous. Finalement, on n'est pas encore. Je pense qu'avec le temps, et il y a sans doute des films qui en parlent. Alors, effectivement, il y a ça dans tous ces films. Il y a aussi cet effet de miroir que souhaitent mettre en avant les scénaristes pour nous faire agir par rapport à notre vie. Et il y a ces films qui nous parlent uniquement des extraterrestres et de ce que pourrait apporter en bien ou en mal une vie ailleurs dans l'univers. Et bien voilà, fin de la vidéo, franchement c'était trop bien, et je vous rebalance quelques titres de films ou de séries que j'ai adoré. Moi je suis pas trop série, mais bon. Alors le truc dommage c'est que je peux pas mettre d'extrait de film, pour histoire de droit d'auteur, donc c'est dommage, ça aurait été un petit plus quand même. Alors voici 2-3 rêves que j'ai aimés en restant dans la veine extraterrestre, ufologie, science-fiction. Alors il y a un film que je vous conseille qui est vraiment pas mal, c'est The Substitute. C'est une prof de primaire extraterrestre qui va s'occuper d'une classe. Et là forcément il n'y a que les élèves qui savent que c'est une extraterrestre et les parents ils se doutent de rien et ils croient personne. Donc c'est vraiment bien. Bon, sinon Bad Test, hein, on en a parlé. The Thing, la chose, une forme de vie qui prend possession du corps humain à la perfection. Franchement ça c'est un film génial. Avec Kurt Russell. Et bon, Predator, Alien, ça, on va pas s'éterniser sur le truc, hein, tout le monde connaît. Et alors un autre aussi, bon, ça a pas grand chose à voir avec la science-fiction et les extraterrestres, mais un petit peu quand même, et c'est pour la petite pointe d'humour, c'est Le Retour des Tomates Tueuses, un film complètement déjanté, et on retrouve bizarrement, je pense que c'est
son premier, ou un de ses premiers rôles, tout du moins, parce qu'il est tout jeune, c'est George Clooney. Et c'est peut-être... je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est un de ses premiers rôles. Bon, enfin bon. Un petit truc, une petite pépite à voir, parce que là, tomate extraterrestre tueuse, faut le faire. Ensuite, moi j'ai bien aimé aussi Dark Skies. Donc je vous laisserai découvrir, mais franchement allez-y, c'est un bon film. District 9, avec des... Comment je pourrais résumer, des aliens dans tous les coins de rue, avec qui les humains vivent et coopèrent plus ou moins difficilement. Je vous en dis pas plus pour pas spolier ceux qui l'ont pas vu, mais c'est un petit film que je vous conseille. Allez, petit plaisir avec un nanar interplanétaire, j'ai nommé, alors là je me lance, je l'ai écrit, hein, Dunyayi Kurtaran Adam Turkish Star Wars. Ouais, j'essaie de bien prononcer, désolé. Hein. Donc forcément budget minimum avec le caméscope de tonton ou de papa, je sais pas, des dialogues improbables et le tout saupoudré façon Star Wars. Bon, le résultat est complètement mystique et bon, si ça vous dit, si vous êtes un petit peu curieux, allez voir ça, c'est complètement lunaire. Plus sérieusement, un film de 1998 que j'adore, c'est The Faculty, où on a affaire encore une fois à un virus extraterrestre qui, un peu comme dans La Chose, qui s'introduit dans le corps humain et qui en prend le contrôle. Et en plus, niveau acteur, il y a du beau monde quand même, puisqu'on retrouve mon Usher, entre guillemets. Il y a Robert Patrick, de Terminator 2, entre autres. Il y a Elijah Wood, du Seigneur des Anneaux, entre autres. Il y a aussi Salma Hayek ou encore Josh Hartnett. Et puis pour finir, je vous conseille un film de 1988. Alors il y a 2 titres apparemment. Il y a Alien Nation, qui est le titre original, mais on le trouve aussi sous le titre Futur immédiat Los Angeles 1991. Donc encore un film excellent qui montre une cohabitation sur notre bonne vieille planète Terre avec une race extraterrestre. Et surtout avec James Caan. J'adore James Caan qui sera contraint dans ce film de mener une enquête policière avec des extraterrestres qu'il déteste forcément. Alors on aura affaire à des extraterrestres humanisés qui prennent tous les vices des hommes et de notre société, c'est bien fait. Hein. À savoir la drogue, le racisme, l'alcool, la prostitution, l'histoire de couple, la malbouffe, c'est vraiment bien fait. Et je vous en dis pas plus, bah, honnêtement allez voir, allez jeter un œil à ce film, je pense que vous allez bien aimer. Et puis surtout aussi, je vous conseille carrément tous les films de James Caan qui est décédé en 2022. Surtout dans Vampire, hein, excellent. Bon, James Caan, c'est le mec qui en a, quoi. Et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et je pense que ça m'a donné envie de refaire une deuxième vidéo, en fait, sur les titres de films comme ça. Je ferai une petite recherche plus approfondie pour vous conseiller des petits trucs, nanar compris. Et puis vraiment, j'espère que ça vous donnera l'envie de sortir les popcorn et de vous faire une petite séance sur un de ces films. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo, hein. Honnêtement c'était trop bien. Et surtout n'hésitez pas à faire des commentaires et donner vos films préférés sur l'ufologie, les extraterrestres et autres formes de vie intersidérale. Forcément je connais pas tout, mais ça pourrait être intéressant. D'ailleurs vous avez pu constater que je ne suis pas du tout série, et là on est resté vraiment sur les films anciens qui ont traité le sujet OVNI, voire lancé des concepts ou des voies que beaucoup d'autres iront explorer par la suite. Alors le gros bémol encore une fois c'est l'impossibilité de mettre des extraits de films pour cause de droit d'auteur, c'est vraiment dommage. Allez, à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne, vous y êtes les bienvenus. Force à vous et à vos proches, revenez quand vous voulez, mais surtout n'oubliez pas, la vérité est ailleurs.